C'est bon? Émission d'actu un peu de nouveau genre, machin. C'est bon? Tu me dis? On est en live? Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube, également abonnés de l'application. Je suis ravi de vous retrouver pour une émission d'actualité, cette fois-ci pas le grand entretien, un peu particulière. On a décidé de changer un petit peu la formule. Alors ne soyez pas déroutés, on va faire cette émission d'actualité à deux. Et une fois n'est pas coutume, on va parler d'actualité française, puisque le drame épouvantable de Liana nous interpelle chez Omerta. Et on a décidé d'essayer de le passer au crible, ou en tout cas de revenir dessus, notamment à travers ce qui est en train de se passer au sommet de l'État. Avec le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui se retrouve évidemment accusé dans cette affaire, en tout cas pressé de questions face au dysfonctionnement de la justice qui apparaît de façon absolument incroyable, évidente. Alors, pour m'aider dans ce décryptage, j'ai à côté de moi Pierre-Yves Rougeron, fin connaisseur de la politique française, fin connaisseur aussi des arcanes du pouvoir. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Régis. Alors, justement, dans cette affaire Liana, Gérald Darmanin reconnaît un terrible échec de l'action de l'État et de la justice. Il demande une mobilisation générale. Il refuse en revanche toute démission, tout comme Laurent Nunez. Cela vous étonne-t-il ? Qu'ils aient pas l'honneur de démissionner ? Ah, c'est sûr que quand on parle d'honneur toute la journée, qu'on n'a pas un échantillon sur soi dans les deux cas, donc non, je suis pas surpris, non. Leur démission aurait dû être, l'encre de leur démission aurait dû être sec depuis longtemps. Parce que là, on est face, non pas à des failles ponctuelles du système judiciaire, nous sommes face à des failles systémiques, à des trous béants, qui vont du bas en haut de la chancellerie, et également du ministère de l'Intérieur, si tu me permets, et donc, qui auraient dû valoir, pour leur inaction, leur tête, disons, au plus haut placé. Quand on a un minimum d'honneur, c'est ce qu'on fait. Mais, bon, on n'attendait pas ça de Darmanin, faut pas déconner. Or, un, ils démissionnent pas. Deux, ils appellent à la mobilisation. Oui, d'accord, ok. Et moi, je veux un milkshake. Non, mais tu vois, si tu veux, une gamine se fait massacrer par un mec qui aurait dû être dans nos geôles. C'est-à-dire que, tu sais, il y avait un mot apocryphe de l'Ancien Régime, où Louis XV aurait, face à un de ses conseillers, dit « Je suis très peiné, j'ai gracié un homme de la peine de mort, et il a retué. » Et son conseiller lui aurait dit « Ah non, sire, il n'a pas tué. Vous l'avez tué, si je puis me permettre. Celui qui l'a tué après sa grâce, c'est vous qui l'avez tué, sire. » Que ce mot soit réel ou pas, il est attribué à Choiseul, peu importe, c'est une réalité parfaitement évidente. Quand, c'est le mot de Danton, soyons terribles pour que le peuple n'ait pas à l'être, quand on prive une société de son avenir en s'attaquant aux enfants, l'État doit mordre pour tuer. Parce que sinon, je rappelle ce que c'est le contrat social, Régis. Le contrat social, c'est de dire aux pères de famille, nous vous prenons les moyens de tuer les gens qui menacent vos enfants parce qu'ils ne les menaceront pas, parce que l'État est là. D'accord ? Et si jamais ils passent à l'acte, nous les briserons. Ce mec-là devait être dans nos geôles. La gamine est morte de la faute collective du corps des magistrats, des flics et évidemment des chaînes de hiérarchie. Et ensuite, c'est « oui, on va se mobiliser. On a fait une terrible erreur. Une terrible erreur. Elle est morte. Elle ne reviendra pas. Son père ne pourra plus jamais la serrer contre lui. C'est une terrible erreur. Non. C'est un système qui est fondé sur votre lâcheté collective et dans lequel les monstres se glissent comme si tu veux, se glissent comme un cancer après la chimio. Et comme vous avez renoncé à les arrêter, à la fin, d'irresponsabilité en irresponsabilité, de laxisme en laxisme, de démission en démission, eh bien, nous pleurons nos enfants. Jusqu'au moment, Régis, et tu le verras,
où, exactement comme pour les Gilets jaunes, parce que le pouvoir sait répondre, hein, pour les Gilets jaunes, ou pour les anti-Covid, ou autres, jusqu'au moment où un père de famille excédé à qui on aura tout pris flinguera un de leurs petits protégés. Évidemment, ce que je n'appelle pas, ce n'est pas bien. Mais un jour ou l'autre, c'est statistique, vu le nombre de gamins qu'on perd, ça arrivera. Et lui, il va manger. Parce que là, pour le coup, il n'y aura pas de dysfonctionnement de la chaîne pénale, il n'y aura pas de dysfonctionnement de la chaîne policière, et les procs feront leur boulot de proc, les juges feront leur boulot de juge. Là, tout le monde fera son boulot. Tu vois ? Alors, Gérald Darmanin on va dire, compense peut-être l'absence, enfin, on va dire le manque de décision et tout l'enchaînement en tentant une surmédiatisation de sa personne. Il a réuni les procureurs généraux qui, dit-il, devront recenser avant le 14 juillet l'intégralité des plaintes qui sont à leur connaissance dans les parquets, pour lesquelles une enquête a été ouverte et qui ne connaît pas soit d'information judiciaire, soit de classement, et pour lesquelles des actes d'enquête ne sont manifestement pas faits. Donc là, il y a une sorte c'est un réveil. Ah oui, oui, tu parles. On fait un audit du travail qu'on n'a pas fait. C'est un peu ça. Super, bravo. Ouais. Bravo. Tu vois, faut écrire à Bruno Solo, parce que là, on tient la prochaine saison de Caméra Café. Caméra Café au Palais de Justice. Tiens, tu veux pas auditer tout le boulot qu'on n'a pas fait ? Non mais, et le pire, Régis, pardonne-moi, il y a une information qui n'a jamais été reprise et qui date d'il y a plus d'1 an. C'est qu'aujourd'hui, les procureurs généraux sont autorisés et s'autorisent à prendre les ordres du ministre comme indicatifs. Faut le savoir, ça. Or, ça fait déjà des années maintenant que ça dure. Donc, résultat, il peut leur faire tous les audits qu'il veut, et eux, évidemment, vont se planquer derrière la corpo, vu que de toute façon, il leur arrivera rien. Là, je crois que la proc, dans l'affaire, elle a une enquête administrative dont elle se sortira, parce qu'elle ne risque rien. Ces gens ne risquent rien. Je veux dire, même pour détention d'images pédopornographiques, la plupart de nos magistrats chopés ne sont pas radiés. D'accord ? Bon, voilà où on en est. Voilà où on en est. Ça peut pas changer. Ah si, ça pourrait, si à un moment, tu rétablis l'état légal contre l'état de droit. Le problème, c'est que je te rappelle que nous sommes dans un pays qui n'est plus souverain. Donc nous avons un droit laxiste qui nous est imposé d'ailleurs, et comme personne ne veut défier l'organe qui a dévitalisé l'État, eh bien l'État est dévitalisé. Et donc, quand un État est dévitalisé, eh bien, certains corps de fonctionnaires deviennent des petites féodalités. Ce qui est normal, il n'y a plus d'État pour les contraindre. Et le corps des magistrats en France est une féodalité aujourd'hui, très nettement. Il y a un excellent livre aux éditions de l'Artilleur qui vient de sortir, d'un ancien magistrat qui s'appelle La revanche des juges. Tout y est expliqué. Et aujourd'hui, je vais dire, d'un certain côté, c'est une gamine de prolo. Qui sont rouges, gilets jaunes, qui sentent le diesel et qui votent Front National. Bon, qu'est-ce que c'est pour le sacro-saint corps des magistrats français ? Vous les voyez complètement déconnectés. J'ai reçu l'autre jour sur Omerta Béatrice Brugère, qui dirige un syndicat, qui est elle-même magistrate, qui parle justement du problème de cette division de plus en plus abyssale qui peut exister entre les juges d'un côté et les citoyens de l'autre. Ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle explique aussi, en mettant en perspective de façon historique, comment s'est construit justement ce pouvoir des juges et que le politique aussi s'est effacé et qu'aujourd'hui on a ce corps qui semble finalement, qui se veut un peu le garant de plein de choses. Comment est-ce qu'on peut, selon vous, rétablir cette... Alors évidemment, cette affaire ne va pas aller dans ce sens, mais il y a bien un moment où il faut faire quelque chose, non ? Ah bah c'est très simple. On va reprendre ce qui est une condition de validité des jugements écrits, de ce qu'on appelle les grosses, rendus au nom du peuple français. Donc là, tu vois, Régis, il y a 2 choix. Soit le corps des magistrats accepte une fois pour toutes qu'il ne fera pas tomber une république comme il se vante. J'ai fait pareil de Assas, première fabrique nationale de magistrats. Donc, comme il se vante à longueur de cours d'avoir fait tomber une monarchie, donc soit ils acceptent une fois pour toutes qu'il n'y a pas d'autorité judiciaire dans la théorie de séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Il y a une autorité judiciaire déléguée du pouvoir exécutif. Il n'y a que 2 pouvoirs, en fait, chez Montesquieu. Le législatif
et l'exécutif. Les juges ne sont que des juges. Les juges ne sont que des exécutants. Donc vous exécutez la volonté populaire qui arrête la politique pénale. Or, que veulent les Français comme politique pénale ? Ils veulent une politique pénale intraitable avec certains types de crimes. Ce qui est le cas du narcotrafic et ce qui est particulièrement le cas des atteintes à l'enfance. Point. Et donc ensuite vous vous démerdez. Personne ne vous a forcé à prendre cette robe. Personne ne vous a forcé à faire ce métier. Maintenant, quand le peuple l'aura décidé, vous appliquez une politique pénale. Sinon, si les robes vous plaisent, vous devenez avocat comme tout le monde. Là, vous pourrez protéger vos petits protégés. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit vous devenez une magistrature loyale à l'anglaise, c'est-à-dire vous ne votez plus, il n'y a pas de syndicat, tout ça, ça disparaît. Soit, on va être très clair, ça va être l'élection des juges. Et l'élection des juges, là, pour le coup, vous allez perdre. Parce que quand on va faire une campagne électorale sur le droit des taulards, dans l'état de l'opinion publique française, vos petits protégés vont pleurer des larmes de sang. Je vous le dis tout de suite. Donc, si vous ne voulez pas de ce que vous appelez un populisme pénal pour pouvoir, encore une fois, cracher à la figure des parents qui enterrent leurs enfants, il va falloir vous ressaisir et obéir. Parce que théoriquement, vous devez obéir. Laissez-moi vous faire réagir sur des propos d'Emmanuel Macron, rapportés par Le Parisien ce matin. Bien. Qui pousse Gérald Darmanin à se démultiplier dans les médias, donc c'est un peu ce qu'il fait. Les propos attribués par Le Parisien au président sont les suivants. Si on ne veut pas que le RN gagne la prochaine présidentielle, c'est le moment de montrer qu'il y a un commandement politique dans cette crise. C'est la traduction de « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Alors, il est vrai que moi j'aimais beaucoup l'acteur central de Y a-t-il un pilote dans l'avion, et Gérard Darmanin, on a le côté ridicule, mais il n'en a pas le côté sympathique. Or, est-ce que vous vous rendez compte ? Déjà, première erreur, il va se démultiplier, c'est-à-dire plus personne ne peut le sentir. Lui qui en plus caresse des rêves qui sont très au-delà de sa personne, là est en train de se griller parce que plus il parle, plus il s'enfonce. Plus il parle, moins on peut le blairer. Donc Emmanuel Macron voudrait l'assassiner politiquement, ce qui est totalement inutile, le personnage le fait suffisamment tout seul. Il s'y prendrait pas autrement. L'élection de Bardella, à un moment, faut arrêter avec l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Faut arrêter de faire de Bardella une espèce de fantomas. Le Front ne fera rien, même élu. Donc, et face à la République des juges, encore moins qu'autre chose, car la République des juges repose sur la xénocratie. C'est-à-dire que les juges sont les servants du pouvoir de l'Union européenne. Je vous rappelle que le juge de droit commun de l'Union européenne, c'est le juge de première instance français. Donc, détricoter la France, pour le compte de Bruxelles, c'est une idéologie chez les magistrats, et ils ont le droit pour eux. Bardella veut y toucher ? Non. Donc, terminé, on passe le rideau, il n'y a pas de débat là-dessus. Or, donc, à un moment, Bardella n'est pas fantomas. La seule chose, c'est que c'est juste une occasion pour Macron d'essayer de resurfer sur une crise comme d'habitude, alors que, parce que c'est moi, pour éviter qu'on se pose les vraies questions. Les vraies questions, c'est 3 points. 1, il n'y a plus de politique pénale en France. Parce qu'il n'y a plus de ministre de l'Intérieur réellement, et il n'y a plus de ministre de la Justice réellement. Le corps des magistrats pourrit, et le corps des flics est en train de pourrir. Ceux qui ne me croient pas pourront lire l'ancien commissaire divisionnaire Maurice Signolet, ouvrage absolument remarquable sur la question, qui s'appelle quand même « Les flics ne feront plus rien pour vous ». 1. Deuxième question, il y a un problème de pédocriminalité massif en France. Je vous rappelle que toute cette fine équipe qui aujourd'hui fait semblant de pleurer sur cet enfant martyr, et c'est la même équipe qui a refusé d'enquêter sur le volet français de l'affaire Epstein, où même Alain Boer dit c'est peut-être le plus gros volet de l'affaire. Oui, c'est vrai. D'accord. Même Alain Boer. Non, oui. Mais pourquoi ni Gérard Larcher ni Yael bien sûr. Privé. Pourquoi je prends l'exemple de Boer, Régis, c'est que Alain Boer a été le conseiller des 6 derniers ministres de l'Intérieur. Oui. Donc ils peuvent pas faire semblant de pas savoir qui c'est en disant je l'ai croisé au Géo entre 2 petits fours. Non. Alain Boer, ils savent très bien qui c'est. C'est ce que je veux dire. Pas de commission d'enquête à l'Assemblée nationale, pas de commission d'enquête au Sénat. Évidemment, sur l'affaire Epstein. Rien, que dalle. Donc, et c'est les mêmes mecs qui font semblant de pleurer pour la gamine, qui nous privent de ça. Qu'est-ce que vous avez à cacher ? De quoi avez-vous peur ? Or, ça c'est la deuxième question. Il y a un problème de pédocriminalité massif en France. Justement, et je termine juste un point pour terminer le truc. Il y a une troisième question de fond qui est, je veux bien qu'on me parle de tout ce qu'on veut en termes de moyens. D'accord.
Le problème, c'est que vous ne voulez pas punir. Vous ne voulez pas punir parce qu'il y a un problème du rôle central de la racaillocratie en France, c'est-à-dire que les racailles sont trop utiles au pouvoir, les criminels sont trop utiles au pouvoir, et vous ne voulez pas les briser une fois pour toutes. Pourquoi ? Parce que les briser, ça veut dire la résurrection de la force de l'État. Et comme vous ne voulez pas d'État en France, parce que vous ne voulez pas que la France soit un État-nation, vous préférez livrer une partie de notre peuple aux prédateurs que l'État est censé tuer. Je rappelle qu'historiquement, l'État est le prédateur des prédateurs. Quand Gérald Darmanin dit « Y a-t-il d'autres affaires Liana en France ?» Et c'est la question qu'on peut légitimement tous se poser. Ce sont les propos du garde des Sceaux. Il est censé le savoir, je le rappelle. Ce sont ses services. Cette réponse, en fait, cette question-réponse qu'il se fait à lui-même, nous laisse penser qu'il y a d'autres affaires en cours. Alors, premièrement, il y a d'autres affaires en cours, il y en a des centaines, et ça, nous le savons, parce qu'il y a des hommes de bien et des femmes de bien, des associations qui travaillent là-dessus, sur la condition de l'enfance en danger, des gens comme Jacques Thomé, etc. On pourrait faire la liste jusqu'à demain matin. Donc, et le garde des Sceaux le sait très bien. La seule chose, c'est que là, il étale son incompétence. Tu sais, l'un des grands problèmes de ces gens qui ne font que de la com sur le corps des gosses, c'est qu'ils devraient apprendre à la fermer. Parce que quand, je vais dire, là, tu vois, que la secrétaire du ministère se pose cette question-là, c'est tout à fait normal. Que la femme de ménage se pose cette question-là, c'est tout à fait normal parce qu'elle a peur pour sa fille. Le ministre est censé répondre à ces questions et pas se poser à haute voix ouais, qu'est-ce que t'en penses, Gus ? Ah ouais ? C'est quoi ton avis ? Non mais... ça veut dire quoi ? Que son pouvoir Il y a une manière de préparer l'opinion. Ça veut dire que, un peu, l'affaire Liana a crevé l'abcès. Tu parles. Tu parles combien de gosses on enterre ? Il y en a une seule des Liana ? Non. Il y en a un intervalle régulier. Combien de parents de victimes, rien que pour l'affaire Liana, ont témoigné qu'après on les a laissés tomber. On les a laissés tomber devant la tombe froide de leurs enfants. Et après, avec les promesses, on va changer, tu vois, c'est le sarkozysme de la promesse. Je vais changer, on va changer. Vous ne changez rien. Et vous ne changez rien parce que vous n'en avez pas le pouvoir, vous avez renoncé à le faire et vous ne le voulez pas. Or, malheureusement, à un moment ou à un autre, quand le pacte social, qui est un pacte de protection, sera totalement détricoté, eh bien les pères de famille feront ce qu'ils ont toujours fait dans l'histoire des hommes. Ils protégeront leurs enfants. Et là, vous devrez protéger vos petits protégés. Et c'est là où on verra cette expression anglaise que j'aime beaucoup, true colors, votre véritable visage. Parce que, je le dois le dire, les deux frères pédomanes, parce que celui qui a tué Liana et Tontol, et son frère aussi. Ouais. Je te le dis tout de suite, le frère aîné qui est l'assassin, lui, il va manger un petit peu parce que son affaire a été médiatisée. Mais l'autre... on chronomètre dans combien de temps il est dehors ? Il était certain, quand un pédomane, je rappelle que l'autre allait être condamné pour viol, et qu'il a attaqué pendant le temps où les magistrats et la proc l'ont laissé dehors. Ce qui était évident, ce sont des prédateurs, et quand tu leur dis qu'ils risquent de finir en cage, eh ben ils s'offrent un dernier pas. C'est évident. C'est de l'éthologie basique. C'est justement là où il faut les coffrer. Et vous l'avez pas fait, une gamine est morte et c'est votre faute. Et c'est-à-dire, à quel degré de lâcheté et d'avilissement va-t-on aller ? Qu'est-ce qu'on va devoir faire à la fin ? Les incarcérer, demander aux fauves de régler la situation, comme ça a été le cas en Grande-Bretagne il y a quelques semaines ? Ou un détenu, quand on avait marre de voir trop d'assassins de gosses à côté de lui, on a poinçonné 3 dans une tôle en disant le contribuable n'a pas à payer ça. J'ai calculé, il a au moins rapporté à la Grande-Bretagne 10 millions de livres sterling d'économie. Donc, je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis qu'à un moment, notre lâcheté, si tu veux, une société qui laisse tuer ses enfants mérite de crever. Donc, à un moment, notre lâcheté va emporter une réaction sociale sur cette question-là. La question des enfants est une question pyrotechnique. C'est-à-dire que les gens supporteront tout, sauf ça. Ils supportent n'importe quelle humiliation, mais à un moment, si on veut un backdraft, si on veut un retour de flamme, qu'on continue comme ça. Et je pense qu'Emmanuel Macron, qui est un ingénieur social plus ou moins talentueux, le sait. Et c'est pour ça qu'il envoie le shérif de Tourcoing se cramer
aussi au passage parce qu'il n'a plus personne d'autre, C'est donc un fusible, Gérald Darmanin. par nature. Hmm. Alors, il y a quand même, on parlait des gens qui échappent à la justice, donc vous avez évoqué les racailles ou les pédocriminels qui semblent finalement rester dans la nature et avoir très peu de surveillance. Exact. En revanche, moi, je note quand même que la moindre crise agricole fait en général l'objet d'un déploiement policier Impressionnant, hein. digne d'une finale de la Champions League, je dirais. Moi qui suis aussi pas mal campagnard, un de mes voisins paysans me disait récemment qu'il fait l'objet d'une surveillance par drone pour empêcher l'usage de pesticides. C'est-à-dire que les drones produisent des cartes qui indiquent éventuellement, et évidemment, on vient dans la ferme pour rappeler. Voilà. Alors, en revanche, les pédophiles récidivistes, eux, semblent échapper à toute surveillance. Dois-je te rappeler que les inspections de ferme pour les Oui. normes se font maintenant avec des gendarmes armés. Oui, bien sûr. D'accord. Ouais, ouais. C'est-à-dire que les mecs qui nous nourrissent risquent de se prendre une glastos par un Mhm. mec trop nerveux Mhm. et qui, là, pour le coup, sera couvert largement par sa hiérarchie, alors que si nos petits protégés qui ont fait, cette thérapie d'expression corporelle de groupe Mhm. au Trocadéro il y a quelques jours, imagine si un flic en avait flingué un. On en aurait parlé à midi, le matin, le soir, la nuit. Raphaël Glucksmann n'en aurait pas dormi. Jean-Luc Mélenchon en aurait sali son tapis de prière. Quelle horreur. Donc, et là, on va avoir des mecs dont le seul défaut est de nous nourrir. Les salauds. Mhm. Et on leur met quasiment un flingue dans la gueule. Très bien. Au passage, bravo aux flics qui arrivent à se regarder dans la glace le soir et à dire à ses gosses « Papa est un héros hein. ». Parce qu'à un moment, tu sais, je suis fatigué. Moi, c'est quelque chose que j'ai perdu avec les Gilets jaunes. Autant je suis indéfectiblement attaché à l'armée française, autant aujourd'hui, si tu veux, j'ai été beaucoup plus pro-flic que je ne le suis. Parce que j'en ai trop vu. Tu vois, quand on envoie la BAC et la BRI pour casser la gueule de manifestants qui demandent le respect de leurs droits, alors que j'ai jamais vu une racaille à eux crever, je vais dire stop. Or là, c'est la différence, une police et une milice qui est en train doucement d'être déplacée. Et je rappelle que les gendarmes du Gers, au même moment où on n'a pas coffré l'autre, faisaient des descentes dans les fermes. Bravo, bravo les mecs. Vous aussi, vous avez le sang de cette gamine sur les mains, que vous le vouliez ou pas. Une police républicaine ne fait pas ça. Je rappelle que vous avez un droit de désobéissance aux ordres dans une certaine mesure légale et que vous ne l'utilisez jamais. Une part de flics qui l'utilisent, il faut être totalement juste, c'est par la multiplication des arrêts maladie, parce qu'il y a énormément de flics qui votent aujourd'hui avec leurs pieds, ce qui leur évite de manger leur flingue, ce qui n'est jamais une solution. Parce que ça reste quand même des serviteurs de l'État et souvent c'est les meilleurs qui se flinguent. Donc faut pas jouer avec la fragilité des hommes, mais ce n'est pas pour rien que de plus en plus de flics mangent leur flingue. C'est que c'est ceux qui refusent d'être les laquais de pouvoir. Et donc ça veut dire que les flics sont en plus en train d'effacer le meilleur des leurs. Donc il va falloir reprendre la police républicaine et lui donner les moyens de faire ce qu'on attend d'elle, mais pour ça il faut des ordres très clairs, et les ordres clairs, c'est certains hommes sont des criminels d'habitude ou des criminels d'essence, criminels d'habitude comme on le disait au 19e siècle, criminels d'essence, là je parle pour les pédocriminels, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens malades, ce sont des gens qui naissent comme ils sont et qui doivent être neutralisés comme ils sont. Et ensuite on peut s'entendre sur les volets de la neutralisation, mais ça de toute façon, je pense même que le badintérisme étant à mon sens une maladie politique mentale extraordinairement dangereuse, il faudra en effacer par référendum les marques, et c'est aux Français de décider quel système pénal ils veulent, quelle peine suprême ils veulent, quelle peine accompagnante ils veulent. Je pense à la relégation, je pense aux travaux forcés, à tout ce que tu veux. Il faut un grand débat national dessus, et à partir de ce moment-là, on pourra donner des moyens à la justice parce qu'elle aura un véritable but, et ça ne sert à rien de mettre du fric sur une institution qui n'a plus de sens. Donc d'abord on redresse le sens, et après on met le pognon. Et ensuite on désigne les cibles de l'État, et les signes de l'État, c'est très simple. Les terroristes, oui, si tu veux, pour ce qu'il en reste, mais d'abord briser le narcotrafic et s'attaquer
à la délinquance sur personnes graves et donc particulièrement aux viols et aux atteintes sur mineurs. Une fois qu'on aura réglé ça, et une fois que ça aura commencé à être réglé, tu verras une décrue dramatique et spectaculaire des actes, parce que ces gens-là, quand ils comprennent qu'ils ont un État en face, eh bien tout simplement ils se norment. Parce qu'ils savent que sinon on va leur rouler dessus. Tu vois, là, ils ont personne en face. Donc évidemment, ils jouent le rôle du terroriste belge, enfin du terroriste belge. Tu sais, il met une pièce dans le jukebox, ça tourne, et donc tant qu'il gagne, il joue. Et donc, eh ben, eux, ils font pareil. Il y a personne en face, tant que je gagne, je joue. À la minute où l'État relève le museau, ils vont tous terminer à quatre pattes. Et ce sera vite réglé. Par contre, les 6 premiers mois, ça va pas être joli à voir, mais les Français en seront très satisfaits, j'en suis persuadé. Ce sera le mot de la fin. Pierre-Yves Rougeron, merci beaucoup pour ces éclairages.